La chambre du roi, le saint des saints, la chambre de tous les mystères. Tout ce qu'elle contient, c'est un coffre en granit vide. Et Chris Dunn, expert américain en forage. C'est un travail incroyable et un mystère. Comment ont-ils fait ça? Jadis, on se servait d'une scie à chantourner ou d'un touret et on faisait pénétrer l'outil dans la pièce à l'aide de sable ou d'un diamant. Dans ce cas-ci, il aurait fallu beaucoup trop longtemps, des années, pour y arriver. Mais dites-moi, comment pensez-vous qu'ils ont fait? À mon avis, ils ont sûrement utilisé un outil à moteur. Aujourd'hui, si nous devions forer ça, la mèche pénétrerait dans le granit à raison de 5 millièmes de millimètre par tour. Pensez-vous que leur foreuse tournait aussi vite que ça? Non, la mèche s'enfonçait beaucoup plus vite. Plus vite? Oui, plus vite. Elles avançaient dans le granit à une moyenne de 100 millièmes de millimètre par tour. Des outils à moteur, cela semble un peu rapide comme conclusion. Cependant, le mystère reste entier. Les anciens étaient capables de creuser facilement le granit et même la diorite, la pierre la plus dure qu'on trouve dans la nature. Ils évidaient des vases en diorite que des outils modernes ne pourraient même pas toucher. Regarde comme c'est lisse. Comment faisait-il? Regarde la précision des joints. C'est parfaitement ajusté. C'est du travail d'opticien. Mais la chambre du roi recèle une autre énigme. Voici le véritable mystère. Ces puits étroits ont été percés dans ces murs et aménagés avec une minutieuse précision. Pour la ventilation, prétendent les égyptologues. Il est hors de question que ces puits aient servi uniquement à l'aération. Leur conception est trop compliquée. Ils suivent la déclivité de la pyramide jusqu'à l'extérieur. Ils devaient servir à autre chose. Ces soupçons sont confirmés en mars 1993. L'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink explore le puits sud de la chambre de la reine avec un minuscule robot caméra. Le robot est bloqué par une porte en pierre et en métal. Une chambre que les anciens avaient à tout prix voulu soustraire au regard indiscret. La porte n'a jamais été ouverte. D'autres puits qui n'étaient pas obstrués s'ouvraient sur le ciel. Quelle était leur véritable utilité? Un début de réponse est apporté dans les années 60 par des astronomes qui prouvent que les puits étaient précisément dirigés vers les étoiles. Ces puits visent Alpha Draconis, l'étoile polaire au temps des pyramides. Un autre vise la Petite Ourse. L'astronomie pourrait-elle nous éclairer? En général, l'archéologie ignore le fonctionnement des étoiles. Les experts sont sceptiques. Les savants disent que les anciens Égyptiens n'avaient pas une grande connaissance de l'astronomie, mais ici, nous avons la preuve que le ciel les fascine et qu'ils le connaissent parfaitement. Voici les constellations du zodiaque, le lion, le taureau, les poissons, et voici la constellation d'Orion et l'étoile Sirius. La position des étoiles dans le ciel n'a pas changé par rapport au temps reculé. C'est dû à un phénomène appelé précession. La Terre fait un tour sur elle-même tous les jours. Mais en plus, son axe tourne en oscillant tous les 26 000 ans, comme un grand saut. Sur Terre, cette lente oscillation donne l'impression que les constellations voyagent à travers les cieux et le temps. Les égyptologues et ceux qui étudient les hiéroglyphes ignorent la précession. Mais sans cela, il est impossible de résoudre certains problèmes. C'est la précession qui est la clé du mystère des pyramides. La précession change l'altitude des étoiles que nous voyons dans le ciel toutes les nuits. Si on pouvait passer des millénaires sur Terre à regarder en l'air, on verrait les constellations se coucher et se lever tous les 26 000 ans grâce au lent mouvement de bascule de la Terre qui oscille. Cette constellation Orion était un dieu pour les Égyptiens. Cela explique peut-être pourquoi ils ont creusé les puits dans la Grande Pyramide.
C'est clair qu'ils ne se sont pas donné autant de mal pour le plaisir. Pour les anciens Égyptiens, Orion était Osiris, le dieu de la résurrection. Voici une reconstitution du ciel tel qu'il était en 2005 avant Jésus-Christ. Voyons ce qui arrive à la zone d'Orion quand elle traverse la ligne nord-sud. Le puits de la chambre du roi était dirigé vers Orion, le dieu Osiris. Et maintenant, à gauche d'Orion, ici, il y a l'étoile Sirius. Pour les anciens Égyptiens, c'était l'étoile d'Isis, l'épouse d'Orion. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert ceci. Si le puits de la chambre du roi était dirigé vers Orion, celui de la chambre de la reine était dirigé vers Sirius, la déesse Isis. Les Égyptiens aménageaient des passages vers les étoiles, des chemins vers leurs dieux Osiris et Isis, leurs dieux de la vie après la mort et de la résurrection. Pour les anciens Égyptiens, c'est la venue d'Osiris et de sa fidèle épouse Isis, des milliers d'années avant l'aube de l'histoire, qui a annoncé la naissance de l'Égypte. Ils l'appellent Tebzipi, le commencement des temps, quand Isis et Osiris ont créé le Nil, la terre d'Égypte et ses habitants, quand ils ont amené les fruits de l'agriculture, le savoir, la générosité et la beauté. Mais Seth, le frère d'Osiris, est devenu jaloux de leur bonheur et il a tué Osiris. Il a coupé son corps en 14 morceaux et les a dissimulés aux 4 coins de l'Égypte. Il a plongé le pays dans la violence et la terreur. Isis, la fidèle épouse d'Osiris, a cherché partout et a réuni les morceaux du corps de son époux, les a entourés d'un linge. Il ne manquait qu'une partie de son corps, le phallus. Alors, Isis et son fils Horus, le dieu faucon, ont attaché un phallus artificiel à la momie. Isis s'est transformée en oiseau, elle a recueilli la semence de son époux mort et a ressuscité Osiris parmi les étoiles. Tous deux gouvernent à présent les cieux de la nuit pour l'éternité. Les souverains de Duat, le monde souterrain de la vie après la mort et de la résurrection que tous les pharaons désiraient. Je vous emmène à l'intérieur du tombeau d'Ounas, un des rois qui a immédiatement suivi la 4e dynastie. Voici les plus anciens textes religieux de l'histoire. Ce sont les textes des pyramides. Ils détiennent la clé du mystère des pyramides. La signification de ces textes était presque oubliée parce que les égyptologues y voyaient surtout une religion du soleil. Or, ce n'est pas une religion du jour et des vivants, c'est une religion de la nuit et des morts. Ces textes nous disent et nous répètent que le roi devient une étoile dans le royaume d'Osiris, la constellation d'Orion. Un de ces textes dit « Ô roi, tu es un compagnon d'Orion ». Et un autre « Puisses-tu traverser la rivière sinueuse, la voie lactée, et puisses-tu aller là où se trouve Orion ». Les pharaons croyaient fermement qu'ils étaient les enfants des dieux. Pour Hancock et Beauval, c'est ici qu'on comprend l'utilité des puits. L'âme du pharaon défunt les emprunte pour rejoindre sa place parmi les étoiles. Quand un pharaon mourait, son corps était momifié et préparé comme Osiris. Son âme était alors prête à monter au ciel. Mais avant cela, le roi défunt devait transmettre son pouvoir de droit divin à son fils Horus réincarné. Cette passation de pouvoir se faisait au cours d'une cérémonie rituelle appelée « ouverture de la bouche ». On se servait d'outils rituels pour ouvrir la bouche de la momie et ainsi la ramener à la vie. Ensuite, on plaçait un phallus artificiel sur la momie et le corps du roi défunt était orienté vers l'étoile d'Isis, Sirius. C'est à ce moment-là que la déesse était fécondée.
Sa mission sur Terre étant accomplie, le roi défunt allait au ciel. En fait, ce qu'on a ici, c'est une reconstitution du mythe de la résurrection d'Osiris, raconté en fonction des étoiles. La découverte de Beauval marquait un progrès essentiel. Ces monuments étaient restés muets pendant presque 5000 ans. En comprenant la signification des puits, il leur rendait la parole. Mais un autre problème surgissait. Tout ici témoigne d'un grand plan d'ensemble. Cependant, il y a quelque chose de très perturbant dans ce plan. Nous avons 3 pyramides. 2 sont de taille pratiquement identique et placées le long d'une diagonale. Mais voici le plus curieux. La 3e pyramide est beaucoup plus petite et se trouve à la gauche de cette diagonale. Pourquoi? Qu'est-ce que les bâtisseurs de pyramides ont voulu faire? C'est Menkora ou Mykérinos, le fils du pharaon Khéops, qui a bâti cette 3e pyramide. Mais il était aussi riche et puissant que son père. Pourquoi a-t-il bâti une pyramide beaucoup plus petite et pourquoi l'a-t-il décalée vers la gauche? Le problème me préoccupait depuis des années. Et puis une nuit, comme celle-ci, j'étais dans le désert avec un ami. Il me racontait comment l'étoile Sirius se levait. Il a montré la ceinture d'Orion au-dessus de nous dans le ciel et a dit « Tu as remarqué que les 3 étoiles sont sur une même ligne, mais que celle du dessus, la plus petite, est légèrement décalée vers la gauche ?» Et soudain, j'ai tout compris. Bien que phénoménale, la découverte de la corrélation entre les pyramides et la ceinture d'Orion n'était qu'un début. Beauval cherchait un plan d'ensemble. Il a découvert que les anciens avaient donné des noms d'étoiles à 2 autres pyramides de la 4e dynastie, l'une située à Aoburuash et l'autre à Ziwat al-Aryan. Il a alors considéré les choses globalement et a été abasourdi. La constellation d'Orion, du dieu Osiris, était présente au ciel comme sur terre. L'image était surprenante, mais il manquait quelque chose. Les Égyptiens assimilaient le Nil à la Voie lactée et les pyramides à Orion. Mais ni la Voie lactée ni Orion n'occupaient cette position en 2500 avant Jésus-Christ, quand les pyramides ont été construites. Cela ne correspondait pas à ce que Beauval avait constaté au sol. Ou alors, l'ordinateur de Beauval ne cherchait-il pas là où il fallait? Voyons les 3 étoiles de la ceinture d'Orion en rapport avec la Voie lactée. Pour que ce schéma corresponde parfaitement avec les pyramides sur Terre, il faut que le ciel se déplace légèrement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cela signifie reculer dans le temps, 3000, 4000, 5000 avant Jésus-Christ.